Oui, on va démarrer par ici. Alors, donc on note, hein, la massif. Ouais. Ça fait aussi grâce à un peu la région. La massif, la dernière, c'est un peu mieux. Il n'y a pas de déplacement. Puis CO2, je trouve que c'est de titane. Et deuxièmement, le matériau pierre, c'est écologique. On commence ? Action. Alors, Madame Langevin, merci d'être là aujourd'hui dans une résidence qui s'appelle Equinox et qui est habitée par une coopérative d'habitants qui est absolument ravie de vous accueillir et de vous poser les questions que je vais vous poser. La première étant la suivante. Par quel chemin êtes-vous arrivé à la problématique de l'écologie et à celle des risques invisibles? Et je parle en rapport avec votre fonction de présidente de l'ATMO, qui est l'entité en charge de la surveillance de la qualité de l'air. Alors, un chemin qui, bien sûr, est long au regard déjà de mon âge. Donc, moi, je suis née en 1968. J'ai très vite intégré des associations militantes, une association féministe qui est le planning familial. Donc, un engagement, évidemment, dans ma ville, Perpignan, puis ailleurs, voilà, là où mes études m'ont amenée. Et puis très vite, un engagement chez les Verts, donc un engagement dans un parti politique qui était, voilà, qui le reste encore, mais minoritaire à l'époque, voilà, et qui croisait tous ces sujets, à la fois, bien sûr, de l'écologie, de l'environnement, et puis des questions déjà fortement sociétales. Donc un engagement politique qui s'est traduit depuis 2016 par un mandat, mon premier mandat et seul mandat, puisque je ne cumule pas de responsabilités, et donc avec la fonction de vice-présidente en charge du climat, du pacte vert et de l'habitat durable. Donc avec une vice-présidence que j'exerce vraiment et j'y prends beaucoup de plaisir sur le terrain, au contact des associations, des élus, de l'entrepreneuriat aussi, à impact positif, de collectifs d'habitants comme ici. Ben, effectivement, on est sollicité, on a d'autres casquettes et donc celle à laquelle vous faites référence, du suivi de la qualité de l'air, de par sa surveillance, donc ATMO, qui est cet organisme qui voilà, a pour mission d'informer de façon vraiment indépendante, avec une méthodologie robuste, tous les habitants au regard de leur exposition à la qualité de l'air et donc des impacts, bien sûr, sanitaires que ça peut représenter pour eux. Et donc les pesticides, enfin tout ce qui peut être toxique dans l'environnement, Voilà. on y reviendra. Mais j'aimerais qu'on commence peut-être par votre engagement au plan écologique. Alors vous avez hérité d'un portefeuille finalement qui est critique parce qu'on vit à une ère un petit peu d'éco-anxiété, un petit peu de changements globaux qui nous angoissent un peu toutes et tous. Et j'avais une question un petit peu générale. Comment ressentez-vous la période dans laquelle nous vivons actuellement ? C'est une période, vous l'avez indiqué, à la fois bien sûr anxiogène, tout qu'on a des renvois très forts et très puissants de la jeunesse, des jeunesses, sur leurs difficultés aussi à se projeter dans l'avenir, à trouver du sens aussi à leur vie, à renoncer, certains nous le disent déjà, à avoir des enfants. Moi je trouve que, j'ai moi-même une fille qui a 26 ans, ça secoue quand même quand on a sa fille qui nous dit « mais moi, je n'aurai pas d'enfant ». Je trouve que c'est quand même un point de rupture ou en tout cas de bascule qui, même si le désir de maternité n'est pas une fin en soi, mais que ce soit traduit par rapport à une éco-anxiété, c'est quelque chose de très fort et de très inquiétant aussi. Non, mais des fois, on se retrouve maintenant avec des... On le voit beaucoup dans le logement social, des femmes ou des couples seuls vieillissants qui se retrouvent dans des T5 avec des charges. Des trucs inoccupés. Puis inversement, chacun souvent a des chambres qu'il n'occupe quasiment pas dans son appart. De temps en temps, oui, de temps en temps. Alors donc nous, on a supprimé une chambre par exemple pour faire plus de place pour le lit. Non, en plus avec maintenant les les enjeux d'artificialisation, l'étalement urbain. Les mètres carrés sont précieux. Intelligent et solidaire. Ouais, c'est ça.
Et vous faites allusion au fait de ne pas contribuer à la surpopulation, de limiter la pression démographique? C'est ça, mais moi, ce que j'entends voilà, autour de moi, c'est plutôt quel avenir, pourquoi je vais exposer finalement, pourquoi je vais voilà, faire que mon enfant, mes enfants subissent ce chaos, des conditions de vie, des conflits. Voilà, donc c'est plutôt ça que j'entends, même si certains aussi sont très conscients voilà, de l'empreinte, évidemment, de l'homme sur le vivant. L'anthropocène. Alors cette éco-anxiété, vous la comprenez, mais est-ce que vous-même y avez été sujette? Alors, sur le plan personnel, je ne peux pas dire que je suis... voilà, c'est pas de la même nature, mais par contre... voilà, de l'abattement, parfois du découragement, de la colère, de l'agacement, hein, quand on est une élue, surtout qui vient quand même d'un courant politique minoritaire. C'est pas toujours facile, et même aujourd'hui, hein, de voir que les lignes ne bougent pas suffisamment vite, en tout cas au regard, évidemment, de l'action que nous devrions vraiment mettre en place de façon... voilà, massive, j'ai envie de dire, au sens de la bascule de ce modèle sur nos modes de production, de consommation, de vivre ensemble, hein, puisqu'on sait aussi que voilà, tout ce qui contribue à tisser des liens, à les renforcer, ça nous permet bien sûr de mieux affronter ces chocs et de vivre finalement voilà, ensemble. D'être résilient, c'est le grand terme voilà, qu'on utilise. Voilà, je ne sais pas si elle est à la mode, mais en tout cas, il est très, très utilisé. Voilà, donc c'est quelque chose qui est voilà, parfois un peu agaçant, oui, mais pour autant, et c'est ça qui, évidemment, continue à être le moteur de mon engagement et de mon enthousiasme aussi, c'est qu'il se passe aussi plein de choses. Voilà, il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de solutions, beaucoup de démarches qui nous disent, bon, voilà, on ne va pas se baisser les bras, il faut accompagner les gens qui font. Voilà, donc on est ambivalent, on est voilà, parfois hyper voilà, enthousiaste, parfois un peu abattu, mais voilà, c'est la vie. Vous préconisez de voir la moitié pleine du verre, finalement, de pas céder en fait à l'impuissance entre ce marteau et cet enclume. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que finalement on a deux discours qui seraient une narration un petit peu collapsologique, d'un côté, avec cette idée que tout part à volo, que finalement il n'y a rien à faire, que c'est déjà trop tard, et d'un autre côté, le discours, de toute façon, mon action individuelle ne peut pas changer la donne, puisque même si je roule à vélo, si je suis le seul à le faire et que 1001 usines vont polluer ou que tel ou tel pays va dégazer pendant son rattrapage de processus de développement, ma contribution individuelle ne va pas être suffisante. Alors comment vous positionnez entre ces deux extrêmes? La collapsologie d'un côté, l'apocalypse, et de l'autre côté, cette idée que tout ce qu'on pourrait engager ne sera pas suffisant. Déjà, je pense que l'apocalypse, c'est le grand récit de l'humanité, hein, bien avant l'Anthropocène, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Et puis, là, je parle de ma place de responsable politique. Donc moi, évidemment que chacun prend sa part, hein, il y a une responsabilité individuelle, mais moi, ce qui guide mon action, c'est faire en sorte que les politiques publiques viennent aussi à la fois donner des solutions, hein, aux individus, ou aux collectifs, ou aux habitants. On parle des mobilités. Voilà, si vous stigmatisez voilà, un ménage qui a une voiture polluante, mais pour qui c'est son seul moyen de faire les 30 bornes qui le séparent de son travail, il va avoir déjà le coût, évidemment, par rapport à son pouvoir d'achat, il va avoir la stigmatisation sociale. Donc nous, en tant que responsables politiques, voilà, notre responsabilité, c'est de réfléchir au modèle d'aménagement du territoire, de offrir les conditions de cette bascule, de mobilité alternative et de trouver des solutions. Voilà, donc c'est ce qu'on s'efforce de mettre en place avec, bien sûr, une conciliation entre, évidemment, l'urgence climatique, mais aussi des solutions qui soient inclusives, qui soient
coproduite aussi avec les acteurs, parce que je pense que c'est comme ça qu'on va beaucoup plus vite. On l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, des colères légitimes, qui aussi évidemment recouvrait pas uniquement le champ du prix du carburant, voilà, qui révélait bien autre chose hein, de plus profond, y compris la question de l'isolement. Pour autant, voilà, il faut collectivement voilà, coproduire avec des vents contraires, des résistances, des impuissances aussi parfois. Voilà. Mais c'est quelque chose de, voilà, de plus peut-être complexe hein, et qui doit nous obliger aussi de sortir de pensées assez binaires. Moi, je pense que ce que j'ai appris le plus dans l'exercice de ce mandat, c'est de sortir de posture, voilà, dans laquelle aussi, en tant que militante politique, j'ai pu être. Hein, voilà, la bonne façon de faire, c'est ça, il n'y a qu'à... voilà. Mais quand on est confronté à comment le chemin hein, à emprunter, là, les choses sont beaucoup plus complexes, parfois générateurs de violence, parfois générateurs aussi de désespoir. Donc voilà, il faut tricoter... un petit peu contre la narration du bien et du mal, ou de la rédemption, qui est souvent la narration écologiste par excellence. C'est pas mon truc, ça, non. Vous êtes plus dans l'action et dans la persuasion. La persuasion, la conviction et voilà, embarquer. Mais voilà, on n'est pas seul et c'est pour ça que moi je trouve très important d'accompagner, de reconnaître aussi ceux qui font. Voilà, moi c'est ma façon d'agir dans mon mandat. La moitié pleine du verre. Voilà. Alors j'avais une question, vous avez parlé des gilets jaunes. Avec cette idée un petit peu, ce paradoxe finalement que les individus, les foyers qui vivent à la campagne, donc qui sont plus proches de la nature, entre guillemets, sont justement les individus et les foyers qui rejettent l'idée de payer plus l'essence. Et ce qui m'amène à vous poser la question, est-ce qu'on n'est pas face à une sorte de quadrature du cercle avec cette idée que les énergies vertes en fait génèrent un surcoût que le consommateur lambda, le citoyen lambda n'est pas prêt à payer finalement? Alors, quand on dit la campagne ou le monde rural, déjà, c'est des populations qui ont des projets de vie très différents. Il y a des familles, hein, des ménages qui sont contraints de s'éloigner de leur lieu de travail ou de leur lieu de vie, professionnel ou de loisirs même, parce que ils ont souhaité accéder à une propriété, à un pavillon, le prix du foncier, leur salaire, donc il les a contraints à faire 30-40 km, mais c'est un aménagement qui est subi. C'est pas dans leur projet de vie, contrairement à d'autres personnes qui peuvent faire ce projet de vie, d'aller vivre en milieu rural, avec un projet agricole ou autre. Donc c'est pas tout à fait, du coup, la même appréhension aussi des questions sur leur empreinte environnementale, sur les pratiques agricoles, sur les mobilités. Donc pour moi, c'est un petit peu différent. Ensuite, la question du prix ou du type de carburant, c'est beaucoup vécu comme quelque chose de très contraignant et c'est une contrainte qui finalement est liée à un mode de vie qui est parfois, comment dire, qui cumule des faibles revenus, qui cumule de l'isolement, qui cumule une certaine aigreur de ne pas avoir transmis aussi. Il y a des ruptures de transmission et pas uniquement de pratiques ou de fermes agricoles, hein, de transmission de savoir. Et donc, on a des personnes qui sont en situation, qui se sentent finalement plus intégrées, qui manifestent des colères parfois légitimes. Les réponses le sont, de mon point de vue, pas toujours adaptées, mais c'est une situation que nous devons prendre en compte. Alors, pour répondre à la question, de mon point de vue, il est assez partagé. Le projet d'énergie, en tout cas renouvelable, si on le parle comme ça, c'est d'abord et avant tout un projet de territoire. C'est-à-dire que sans avoir une vision d'autarcie, la question c'est d'abord la sobriété, c'est-à-dire comment je vais d'abord réduire
ma demande en termes énergétiques, électriques, de mobilité, donc réfléchir à ces modes de vie, à ses besoins et à mieux aligner justement ces besoins avec les solutions qui sont proposées, ralentir parfois. Et puis de l'autre côté, une production d'énergie renouvelable, mais qui a du sens dans le territoire. Ça peut être de la géothermie, de l'éolien, de la biomasse, du photovoltaïque en autoconsommation ou pas. Donc en fait, il faut arriver à outiller les acteurs, à se saisir de la question énergétique, pas uniquement la question pour ou contre l'éolien, pour ou contre... voilà, mais d'abord de réfléchir, c'est quoi l'énergie? Parce qu'on s'aperçoit que c'est pas un débat si facile que ça, et qu'il est lié vraiment au modèle économique. Hein. En tout cas, voilà, toutes les révolutions industrielles ont aussi été des révolutions liées au mode énergétique. Et donc, de travailler ces questions-là bien ancrées dans le territoire. Vous injectez, vous n'êtes pas un autoconso. Non, on n'est pas en autoconso. Alors, le problème, c'est que en ce moment, on produit beaucoup d'électricité. J'avais une question peut-être un peu plus précise, mais si on assume le fait qu'on est dépendant des combustibles fossiles, c'est ce qui génère ces émissions carbonées qui polluent, et que d'un autre côté, la France produit 70% de son électricité à l'aide du nucléaire, est-ce qu'il est raisonnable de penser qu'avec l'éolien ou le solaire, on pourra en fait arriver à répondre aux besoins énergétiques de la population? Ou est-ce qu'il faut articuler le nucléaire avec ces productions d'énergie alternatives? En tout cas, que ce soit l'association Négawatt, même RTE dans un de ces scénarios, ou que ce soit même d'autres agences, font la démonstration qu'on peut évidemment couvrir, et c'est aussi la trajectoire que nous avons empruntée en Occitanie, couvrir l'ensemble de ces consommations d'énergie par de l'énergie renouvelable. Voilà, c'est un Donc vous êtes fait. confiante Donc, par contre, ça veut dire aussi qu'il faut la réduire. C'est-à-dire que voilà, on ne peut pas couvrir cette consommation d'énergie si elle continue à être exponentielle. C'est pour ça que c'est vraiment les deux jambes de la sobriété avec de la production d'énergie renouvelable. Alors, moi, je suis pour la sortie du nucléaire. J'ai pas de... Voilà, et ce qu'il y a aussi, vous parliez tout à l'heure d'un des chemins qui mènent à l'écologie, en tout cas dans les années à laquelle j'ai commencé à militer, la question de l'antinucléaire était une marque très forte, hein, l'ADN du combat écolo. Donc je suis sur cette ligne, et la sortie des fossiles, bien sûr, dans la mesure où, là on le voit aujourd'hui, hein, l'électricité voilà, en France voit aussi certains effondrements, hein, puisque plus de 50% des réacteurs nucléaires sont en rade aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous pensez d'ITER, par exemple, ce grand programme de 35 pays pour construire un réacteur à fusion et non pas à fission nucléaire, qui est installé pas très loin? Est-ce qu'on a été téméraire ou plutôt visionnaire de se lancer dans cette construction unique au monde sur nos territoires? Et pour l'instant, voilà, moi je ne suis pas experte, hein, mais pour l'instant on n'a pas vu de réalisation qui permette de répondre à toutes les interrogations. Donc, et puis voilà, je ne sais pas si c'est la technologie qui va nous sauver de tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de la géo-ingénierie, pour le coup, c'est-à-dire toutes ces techniques qui sont un petit peu sur le mode, en cas d'urgence, briser la glace, si tout va mal et que nous n'arrivons pas à réduire nos émissions de carbone, on a tout un courant de pensée dans la Silicon Valley ou chez Bill Gates aussi, des penseurs qui émettent l'idée qu'on pourrait installer des miroirs dans l'espace, mettre du sel sur les nuages. Je trouve ça vraiment terrifiant. Voilà, moi je n'attends rien de ce type de solution. Il y a d'autres courants, le transhumanisme aussi qui propose ça. Moi je trouve ça assez terrifiant. C'est pas votre truc? Pas du tout. Voilà, heureusement que vous ne m'aviez pas demandé de faire un exposé sur, entre la fusion et la fission. Hein. Non, mais ça reste... De nombreux produits toxiques, de substances qui sont dans l'environnement, sont invisibles, comme la radioactivité. On vient de parler de fusion et de fission nucléaire. Est-ce qu'on peut parler d'une toxicité du quotidien? C'est-à-dire que nos corps sont en permanence baignés dans une sorte de chimiosphère qui dégraderait justement nos corps de manière sournoise et insidieuse et perpétuelle. Est-ce qu'on est d'accord avec ça?
Oui, nous le savons, hein. Enfin, les scientifiques en tout cas affinent d'ailleurs leur connaissance sur l'impact de toutes ces substances invisibles. Bon, certaines sont visibles, mais c'est vrai que les plus dangereuses, entre guillemets, parce qu'on n'est pas conscient, en tout cas, cette exposition, font que, voilà, on a finalement là aussi hein, cette obligation d'information, de rendre visible, transparent aussi, pour que voilà, les concitoyens s'approprient. Alors, c'est pas toujours évident parce que il y a un mécanisme de déni aussi hein, qui peut, voilà, bon, de toute façon, avec tout ce qu'on ingère, avec tout ce qu'on respire, de la nourriture, de la qualité de l'air intérieur, du mobilier, bon, voilà, on peut se dire, on peut pas tout contrôler. On entend des gens qui nous disent, on peut pas tout contrôler, de toute façon, on y vit, voilà. Donc, ils s'en préoccupent pas trop, sauf quand il y a évidemment des pathologies. Et là, y compris ce lien, et là on sait la force aussi des lobbies, hein, quand voilà, malheureusement des personnes ont été contaminées ou sont malades, établir ce lien aussi de cause à effet, c'est de véritables combats. C'est de véritables combats, y compris judiciaires, et souvent seuls dans le désert. Ça demande aussi quelques moyens financiers. Donc là, les associations, les ONG, qui viennent en soutien aussi de ces familles, sont assez précieuses parce que c'est déjà de la souffrance. Et puis, c'est voilà, ce long chemin pour établir ce rapport de causalité. Et on le voit encore dernièrement avec... pour les journalistes aussi qui enquêtent, il y a beaucoup de sujets. Des lanceurs d'alerte, voilà, des menaces, y compris sur leur vie. Donc, tout ça pour dire que vous pensez quoi de ce petit jardinier qui a gagné son procès, qui vient de le gagner contre Monsanto Bayer sur l'utilisation du glyphosate? Il imputait son cancer aux pesticides, sauf qu'il a mis des années en fait, à avoir gain de cause. Et la Cour suprême vient de prononcer un jugement complètement définitif et complètement défavorable à l'endroit de Monsanto. C'est une belle victoire, mais ça aussi c'est un signal, même s'il est encore faible et si on sait la puissance de ces lobbies, mais on voit bien que le nombre d'actions se multiplie, du contentieux lié à l'environnement, tout un courant aussi qui construit, qui tisse ce droit de l'environnement. Donc il y a quand même voilà, des militants hein, qui, auprès de leur vie, hein, voilà, voilà, se battent pour donner ses droits et ses pleins droits à la nature. Alors vous parlez de militantisme, mais on a l'impression que l'État se dessaisit un petit peu de ces dossiers et les confie justement aux activistes, aux militants. Alors il les confie pas toujours, hein. Je pense que c'est eux qui s'en déchargent. Bon, l'État est aussi, voilà, a été condamné hein, pour inaction climatique d'ailleurs, l'État français. Donc, l'État, c'est qui? C'est les ministères, c'est les collectivités territoriales? Là, c'est l'État en tant que... Voilà, oui, en tant que... personnalité... Voilà, l'État en tant qu'institution hein, qui a été condamné. Voilà, alors après, la réponse, évidemment, du gouvernement n'a pas été celle escomptée. Mais voilà, c'est quelque chose qui tisse aussi une jurisprudence. On le voit dans le droit de l'environnement. C'est parce qu'il y a eu ces recours qu'aujourd'hui, on a un droit qui reste fragile. Il y a encore, bien sûr, malheureusement des reculs. Mais c'est l'action judiciaire, le contentieux. Ça reste une voie très, très importante pour gagner des combats. Donc oui, c'est vraiment ces courageux qui lâchent pas et qui vont jusqu'au bout de leur contentieux, jusqu'à la victoire. Hein. C'est vraiment très très important parce que ça donne aussi des voix aussi pour les autres personnes. Pour s'engouffrer et puis surtout faire en sorte que ces pratiques s'arrêtent. C'est quand même ça le...
C'est la salle de jeu. Alors, c'est la faille. J'aime bien ce terme de faille. C'est la faille qui est occupée. Alors comment se fait-il, par exemple, que le glyphosate, dont on sait qu'il est potentiellement cancérigène, il a été interdit dans d'autres pays, comment se fait-il qu'il soit toujours commercialisé en France, en dépit de ces suspicions et en dépit d'engagements pris de sortie. En dépit d'engagements pris. Voilà. On a la même chose avec les néonicotinoïdes pour les abeilles. Comment on peut expliquer ça? Est-ce que c'est uniquement les lobbies? C'est beaucoup les lobbies, oui. C'est beaucoup les lobbies. Et vous jugez comment tout ça? Évidemment, je juge, on ne peut que... Voilà, voilà, on est parlé d'agacement, voire de colère tout à l'heure, ça typiquement... ça vous met en colère, ça vous met en rogne. C'est-à-dire que, il y avait des engagements, deux, les constats scientifiques sont là, le fait aussi de décréter que certaines pratiques agricoles... le modèle agricole ne peut être lié que donc à l'usage d'intrants, de pesticides. Voilà, c'est quelque chose qui est pour moi une pure folie. Mais comment faire pour diminuer notre dépendance vis-à-vis des pesticides pour le coup? Il y a plein d'agriculteurs qui font la démonstration qu'avec une agriculture bio... on peut nourrir. C'est une construction, tout ça. Je veux dire, avant, on est dans la parenthèse, j'ai envie de dire, des 50, 60 dernières années. Voilà, c'est cette période-là qui... Ça ne veut pas dire revenir avant cette période, mais on savait faire avant. Certains le font très bien aujourd'hui. Donc il n'y a pas de raison que ce modèle devienne le modèle qui permette, qui permette de nourrir, qui permette de s'épanouir, d'être rémunéré aussi, parce que le modèle de pesticides, donc basé sur du volume, c'est pas plus rémunérateur. Pour beaucoup de paysans, on le voit avec ne serait-ce que le taux de suicide dans cette profession. C'est voilà, donc on peut dire ça rend malade, ça pollue, ça tue la nature. Visiblement, ça rend malheureux, ça conduit. Alors, je ne sais pas les cases à part pour les grands distributeurs, les grosses centrales. Je ne vois pas à qui profite vraiment ce modèle agricole. Et vous, à l'Atmo, par exemple, vous avez les moyens d'agir? Ou est-ce que vous produisez des données qui vont informer, mais qui vont aussi générer une sorte de brouhaha qui fait qu'on finit par se perdre dans la multiplication des données? C'est ce qu'on appelle des factoïdes, c'est-à-dire qu'on a des semi-vérités qui nous tombent dessus en permanence. Mais on avait la même chose avec la pandémie, par exemple, ce qui fait qu'on a du mal à se frayer un chemin dans les données. Et on a du mal à se raccrocher à des messages simples. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une clarification? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu politique à clarifier les données en fait, qui sont données aux citoyens? Alors, Atmo, c'est une agence donc, qui a des missions qui sont confiées par la loi. Donc, effectivement, son rôle, c'est vraiment de mettre à disposition des données, des constats, à partir de méthodologies qui sont partagées à l'échelle donc française. Donc le but d'Atmo, c'est ensuite de dérouler un programme d'action qui viendra justement améliorer, mais par contre de proposer aux collectivités territoriales, les métropoles, les communes, les départements ou la région, des industriels aussi, voilà, de les accompagner pour trouver des moyens d'action, en tout cas évaluer la pertinence ou pas des actions envisagées sur la qualité de l'air ou la qualité des pesticides dans l'air, etc. Donc, une production de données, mais qui, pour être vraiment efficiente, opérationnelle dans l'amélioration, doit trouver finalement preneur, j'ai envie de dire, d'une collectivité, d'une entreprise ou d'un collectif, parce que ça peut aussi nourrir un contentieux, donc de pouvoir s'en saisir et de pouvoir être guidé dans les mesures d'amélioration. Alors sur les données, pour répondre à votre question, c'est très important parce qu'on est envahi, comme on l'était d'informations, on est envahi de données. On peut maintenant avec les applications aussi faire du vélo et connaître son exposition. Voilà, donc il y a une multitude de données qui n'aident peut-être pas forcément à l'appréhension globale, mais qui est
peut-être un signal, en tout cas quelque chose qui fait que on peut quand même sensibiliser des habitants voilà, aux difficultés environnementales. Après, c'est pour ça que je reviens à la place d'un voilà, d'un responsable politique, c'est de mettre en place des solutions, des dispositifs, des politiques qui vraiment permettent, au-delà de la prise de conscience individuelle, hein, de mettre en place des vraies solutions voilà, qui soient à la maille du problème. J'avais 2 commentaires que je place sous votre contrôle pour terminer le sujet des données, mais le premier, c'est que la production des données, c'est justement le mécanisme qui est utilisé par l'industrie du tabac ou l'industrie des pesticides pour noyer le poisson. C'est-à-dire qu'il y a une production active d'ignorance, de doute, d'incertitude, ce qu'on appelle l'agnotologie. Et c'est tout le problème des données, c'est-à-dire que ça informe, mais que ça désinforme en même temps. Donc est-ce qu'on est d'accord pour dire ça? Oui, ça peut. Après, la question, c'est comment on rend accessible aussi cette donnée. Voilà, parce que j'ai le souvenir voilà, d'un directeur de la région qui, donc, vous savez qu'on met en place beaucoup, ça rejoint la question de la donnée, beaucoup d'observatoires. On observe beaucoup de choses. Après, on demande, mais on observe pour qui se sert de ces données. Bon, il y a même il n'y a pas d'évaluation même on ne peut pas me dire, bah tiens, X personnes sont allées voir cet observatoire, les données, on nous en a... Bon, c'est quand même peut-être pas très très efficace, mais bon, on met ça de côté. Et donc c'était un observatoire sur les risques, notamment inondations. Et donc il m'expliquait qu'ils avaient beaucoup, enfin les services avaient beaucoup travaillé sur la mise en place de cet observatoire. Et puis, pour une raison technique, le site donc est tombé en rade et que voilà, c'est passé peut-être un peu inaperçu. Il n'y a pas eu de vigilance, il n'y a pas eu non plus de réclamation. Et donc, en fait, au bout d'un an, personne ne s'était rendu compte que ce site s'était voilà, déconnecté. Et son grand chagrin, finalement, à ce directeur, c'était que voilà, tout ce travail avait servi à rien, parce que de toute façon, personne ne s'était aperçu que cet observatoire qu'ils avaient mis 2 ans à monter avec beaucoup d'énergie... de l'argent public, j'imagine. Exactement. Voilà, finalement, personne ne s'était ému, et ça rejoint aussi... Le film de la moustache où donc voilà, l'acteur déprime parce que personne s'est aperçu qu'il s'était rasé la moustache. C'est un peu pareil. Très bien, on va rester la journée ici. Ici, à tout moment, on peut venir visiter, se mettre au repos, faire un peu de yoga. Et puis il y a aussi des cours de méditation. Après, on voulait qu'il y ait une graine de spiritualité dans le projet. Alors pour les données, une association qui s'appelle Solagro vient de publier une carte des pesticides en fait sur les différentes communes et territoires en France. Comment se fait-il que ça soit une association qui recoupe les données et qui le fasse en mandatant une société privée? C'est-à-dire qu'ils ont quand même fait un contrat de prestation pour une société privée. Il faut demander à Solagro, hein. Je ne connais pas, j'ai vu la carte de Solagro. Mais ils ont repris des données publiques. Mais comment se fait-il que ce ne soit pas l'État qui se charge de recouper les données en matière de pollution pour ensuite faire le lien avec des données de santé? Parce que c'est ça dont il est question. Alors, là, bon, c'est un travail de convention qui est en cours de rédaction, mais par exemple, hein, Atmo va travailler avec l'Agence régionale de santé, enfin ils travaillent déjà ensemble, pour justement croiser des données d'observation, qualité de l'air, pesticides, avec des données de santé qui sont liées à des pathologies développées, observées en Occitanie. Respiratoires, etc. Exactement, donc ça, je pense que voilà, il y a des travaux qui existent. Après, de les mettre en visibilité
de façon accessible, ça c'est pas encore c'est pas encore au point. Non, enfin, c'est au point techniquement, mais c'est pas dans le logiciel de ces administrations. Vous voyez, il y a toujours cette frilosité, cet espoir que si on montre pas, on voit pas, voilà. Le travail d'Atmo sur la surveillance des pesticides dans l'air, hein, qui est un travail qui n'est pas lié à une réglementation puisqu'elle n'existe pas. Hein, il n'y a pas de valeur même de référence, hein, sur la teneur des pesticides dans l'air. Donc c'est vraiment le conseil d'administration d'Atmo qui a décidé de commencer ces travaux d'observation, hein, pour commencer à avoir aussi dans la durée de l'observation. Voilà. Et c'est pas encore voilà, toujours bien accueilli quand chaque année donc ce bilan est publié, communiqué. Ça vaut aussi voilà, quelques échanges un peu parfois rugueux avec les chambres d'agriculture ou avec le ministère de l'Agriculture aussi. Donc tout ça pour dire que voilà, il reste encore beaucoup de... Donc le problème de la santé dilué dans un champ quand même beaucoup plus vaste. Voilà, la question que j'avais, parce que ce que vous dites, ça me fait penser au décalage qu'il y a entre l'utilisation des pesticides, par exemple, et le moment où on déclare des pathologies, c'est-à-dire forcément des années après, voire des décennies après. Et je trouve qu'il y a une analogie, vous me direz ce que vous en pensez, avec l'idée que on a beaucoup pollué collectivement au niveau de la planète, donc c'est l'Anthropocène, et les effets de cet Anthropocène commencent à se faire ressentir, mais on sait qu'on en a pour de nombreuses décennies aussi. Ma question est la suivante. Comment convaincre des entreprises ou des investisseurs privés d'investir aujourd'hui sur des programmes d'adaptation pour des fruits qui ne seront récoltés que dans plusieurs décennies? Parce que si on investit sur des sociétés qui sont vertes, qui travaillent à des programmes de décarbonation, etc., elles n'auront pas les retours sur investissement tout de suite. Elles ne les auront que dans plusieurs décennies. Donc comment, au niveau politique, on peut appréhender ce problème de la temporalité, qui est un peu analogue au problème de la santé, quoi. On utilise des pesticides, on tombe malade 30 ans après, on pollue, on a besoin d'ores et déjà de réfléchir à comment on réduit les émissions, à comment on investit dans des programmes d'énergie verte. On a besoin de le faire aujourd'hui, mais pour un retour sur investissement qui est distant dans le temps. Est-ce que ça, vous rencontrez une difficulté avec cet agencement de temporalité? Oui, et puis même nous, même en tant qu'être humain avec un cerveau aussi, qui a cette difficulté aussi à se projeter. Hein. Donc, évidemment, la question de la temporalité est voilà, un élément compliqué. Et mais, je termine juste ma question, je me permets de vous couper, en sachant que les élections sont toujours des scrutins qui viennent mettre un coup près à très court terme. Et qui crée de l'incertitude par rapport au marché, aux investissements. Donc on a une triple temporalité en fait. Alors, déjà le monde de l'entreprise, il n'est pas non plus... Vous avez des grandes multinationales qui font des profits, vous avez de l'entrepreneuriat social et solidaire qui sont aussi qui partagent des valeurs avec un entrepreneuriat voilà, dit à impact positif, vous avez des entreprises à mission, donc là aussi... voilà, il n'y a pas un modèle d'entreprise et heureusement. Et on voit quand même que le virage est quand même pris parce que il y a des salariés, parce que vous avez des consommateurs aussi. Moi, je crois beaucoup à la puissance et on le voit dans les actions de groupes, notamment aux États-Unis, hein, les consommateurs, ou là sur le combat avec les Ouïghours, hein, par exemple, et tout ce qui est... voilà, les marques qui utilisent donc des prisonniers ouïghours pour fabriquer. Enfin, on voit que les consommateurs sous-utilisent quand même leur pouvoir d'action. Et la question de la temporalité, dans la mesure où on sait, ça change quand même un peu la donne. Voilà, même si on se dit dans 10 ans, mais on sait, donc il y a une forme aussi de responsabilité, pour pas dire de culpabilité. Et souvent, dans les procès, on dit mais ils savaient, ils l'ont fait, mais ils savaient. Donc ça interroge quand même, dans la mesure où on a les rapports de scientifiques du GIEC. Maintenant, plus personne
contestent. Certains contestent encore. Oui, mais on est d'accord pour dire qu'il ne suffit pas de savoir, voilà. en fait. Oui, mais agir. Déjà, le fait de savoir et de s'appuyer sur voilà, des éléments scientifiques robustes, ce qui, du coup, puisqu'on parlait de la donnée, moi je crois aussi beaucoup à... Et c'est quelque chose qui revient parce que les scientifiques étaient un peu sortis du champ aussi du débat politique, en tout cas de l'espace public. Et là, on a vu qu'avec la question du climat, on avait des collectifs de scientifiques, et pas uniquement des climatologues, hein, des chercheurs en sciences humaines, des architectes, qui se sont réinvestis de façon très forte dans le champ du débat public pour outiller les citoyens, pour alerter, pour faire des tribunes. Alors même si on dit, bon, ils font des tribunes, ça ne sert pas à grand-chose, moi je ne suis pas tout à fait convaincue. Nous avons, nous, demandé à un collectif de climatologues de nous faire vraiment... voilà un état des lieux de la hausse des températures déjà observée en Occitanie et de connaître la trajectoire, hein, puisqu'on parle toujours du 1,5 degré, mais c'est une moyenne planétaire. Hein. Ici en Occitanie, nous sommes déjà à plus 1,8 et au 2025-2026, on sera sur une trajectoire de plus 2,3, plus 2,6. Donc dans la mesure où on a ces éléments scientifiques, c'est difficile de ne pas agir en conséquence et de ne pas finalement penser nos politiques publiques comme d'ores et déjà des politiques d'adaptation au changement climatique. On a un parking pour les voitures, donc il y a 1 à 2 places par appartement. Il y a un local vélo attenant aussi également. Il y a une voiture partagée ou pas? Alors justement, c'est ce qu'on voit. Là, c'est vraiment tout notre projet maintenant, c'est de travailler la mutualisation, aussi bien des voitures, mais d'une façon générale des achats, etc. Ça, c'est un nouveau volet qu'on va aborder. Il y a quand même un partage de voitures qui est organisé déjà. Oui, de façon informelle. Vous pensez quoi de l'Inde, par exemple, qui dit vous faites ce que vous voulez en Europe, mais nous, de toute façon, on va se développer jusqu'à atteindre votre niveau de développement. Donc on va carboner, on va faire des émissions. Et quand on en sera au même niveau que vous, avec le même niveau de confort, de vie, on décidera de travailler sur la question des émissions de gaz à effet de serre. C'est vrai pour l'Inde, pour le Mexique, pour le Nigeria, donc tous les pays en voie de développement. Est-ce que vous trouvez moralement juste de les empêcher de se développer sous prétexte que nous, société occidentale, on a déjà pollué la planète ça dépend de ce qu'on appelle le développement. Et ça fait partie à chaque COP hein, des enjeux évidemment diplomatiques avec ces pays, comme s'il restait finalement un droit à polluer, hein, comme là, on peut mettre encore quelques jetons. Et c'est ça la difficulté, c'est que avec cette question climatique, il n'y a qu'une seule planète. Donc on est tous embarqués et tous contraints par ces limites planétaires. Donc ça veut dire des ressorts différents diplomatiques. Ça veut dire aussi comment on va aussi aider. On a vu donc notamment ce regroupement d'insulaires hein, qui eux-mêmes sont déjà très impactés et qui ont des dommages donc importants. Donc comment on les dédommage aussi, et ça réinterroge tous les rapports voilà, géopolitiques, tous les rapports... voilà, nous, à Palavas, Carnon, est-ce qu'on est concerné par tout ça? Est-ce que la montée des eaux va nous affecter dans l'Hérault? Bien sûr, oui. On le voit avec les épisodes Cévenol hein, qui sont de plus en plus fréquents, qui avec des épisodes évidemment d'inondation, de submersion, des campings hein, qui ont commencé aussi à reculer. Donc là aussi, il faut voilà, repenser l'aménagement de toute la... Le littoral. Tout le littoral méditerranéen. Donc nous serions en première ligne face à ces problématiques de changement climatique. Parce que là, sur le littoral, on cumule évidemment une pression démographique forte. Je veux dire, les zones littorales seront les zones les plus peuplées, le sont déjà, mais continueront à l'être les zones les plus peuplées au monde, avec des risques évidemment très importants, mais qui supposent d'ores et déjà aujourd'hui de commencer à reculer plutôt que de faire des digues. Donc voilà, c'est des sujets qui sont, pour revenir à ce que je disais au départ, c'est pas évident quand vous avez acheté une maison ou un immeuble ou créé votre activité
en bord de mer. Voilà, il faut tout accepter, de dire tout ce que j'ai créé là, c'est la fin, je dois reculer. Vous leur dites quoi, du coup, à ces personnes qui... On leur dit quoi on leur dit, c'est des projets plutôt à l'échelle d'une municipalité, pour là aussi repenser collectivement comment on vit dans ces zones qui sont exposées. Voilà, et d'essayer de prévenir, parce que là, on est dans la question de la prévention, avec cette mémoire du risque aussi, cette culture du risque qui n'est pas très, très développée finalement en France, mais on voit bien que voilà, les drames humains, j'ai en tête encore les images dans la vallée de la Roya, voilà, ça arrive ici, ça va arriver de plus en plus fréquemment. Donc, vous parlez de prévention, j'ai une question très pratique, mais on sait que Montpellier, en plus d'être exposé, le littoral montpelliérain est exposé à ce problème de montée des eaux, mais Montpellier est aussi l'une des villes de France les plus ensoleillées, et on peut imaginer une sorte de recrudescence, de saturation même des climatiseurs, qui sont des appareils très polluants. Est-ce qu'en matière de prévention, on peut travailler sur ça? Est-ce qu'on peut édicter des lois, travailler la législation de manière à ce qu'on évite d'installer des climatiseurs partout, comme à Phoenix, en Arizona ou ailleurs? Écoutez, là, je lisais il y a 2-3 jours, voilà, des grandes multinationales du monde de l'énergie qui appellent les Français à être sobres, à limiter leur consommation d'énergie. Bon, je regrette un peu que ce soit ces grands groupes-là qui se saisissent de cette question. Mais enfin, voilà, quand les pouvoirs publics ne sont pas assez forts sur des thématiques, d'autres s'en saisissent avec des fins qui ne sont pas toujours les mêmes. Mais est-ce que la solution ne viendra pas du capitalisme? Oui. Donc, en fait, la question, c'est ça. C'est est-ce que, finalement, c'est toujours voilà, une contrainte voilà, qui vient notamment des intérêts de ces multinationales plutôt dans la privation, ou est-ce que cette question de la sobriété devient un projet désiré, partagé, qui a du sens pour... Ça peut être les deux d'ailleurs, c'est pas mutuellement exclusif. Non, mais en tout cas, il faut qu'il y ait des mécanismes, en tout cas, qu'il y ait des espaces où on travaille ça, où on travaille vraiment... Voilà, cet imaginaire, c'est aussi un imaginaire. Il y a encore pas longtemps, ou même ça arrive encore, quand on dit que voilà, peut-être qu'on n'a plus, voilà, la planète, en tout cas, ne peut plus supporter cette empreinte et ces pressions, parce que voilà, les limites sont terminées et qu'il y a déjà un effondrement du vivant assez spectaculaire. De dire oui, on va pas revenir comme avant, encore l'image de la bougie ou de... Vous voyez, c'est quand même difficile. Progrès, voilà, le progrès aussi. Et donc, comment on retravaille un imaginaire qui soit différent. Et ça, c'est quand même... Et qui soit positif. Alors ça, on a bien compris du côté des usages, mais la question qu'on a envie de vous poser, c'est, vous pensez quoi de ce capitalisme productiviste qui nous a mis un petit peu, qui nous a jeté dans le mur? Est-ce que vous pensez, comme Bill Gates par exemple, que la solution viendra des marchés? Ou est-ce que vous pensez que c'est un peu demander à des pyromanes d'éteindre les feux, quoi? Oui, parce que c'est eux le problème. C'est ce modèle-là qui a créé du problème. Ce problème, en tout cas... donc, voilà, c'est pas la solution, c'est le problème, de mon point de vue. Est-ce que vous pensez qu'il puisse exister un développement durable, ou est-ce que c'est une vaste fumisterie? Sur le papier, les 3 piliers, pourquoi pas, enfin. Maintenant, voilà, développement durable, c'est quelque chose qui souvent est plus une caution que... voilà... Mais c'était pas un concept inintéressant quand il a été voilà, pensé, diffusé. Voilà, mais la question c'est toujours pareil. C'est quoi le développement? Et c'est quoi qui est durable? Est-ce que ce qui doit être durable, cette notion de durabilité, est-ce qu'elle concerne notre modèle? Est-ce que le modèle actuel doit être soutenu dans le temps, ou est-ce qu'il doit être changé? Vous avez plutôt l'air de dire qu'il doit être un peu modifié quand même.
Oui, moi je pense qu'il doit vraiment être transformé et qu'il y a une bascule et qui effectivement va changer le modèle économique. Enfin, je ne vois pas comment on peut voilà, soulager notre empreinte sans changer le modèle économique dans son rapport à la consommation. Ça, c'est... Alors, est-ce que vous pensez, Agnès Langevin, qu'il existe un moyen de concilier l'écologie et le plaisir? Parce qu'on est beaucoup dans des discours un peu de rédemption, de bien et de mal, de culpabilisation, de culpabilité, quand on est dans une logique un peu écolo. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse concilier cette philosophie écologiste avec du plaisir d'une part, et d'autre part avec des mécanismes incitatifs vis-à-vis de la sphère privée notamment, pour qu'on s'en sorte par le haut? Écoutez, ici, donc dans cet habitat participatif, je pense qu'on est à la fois conscient voilà, des problèmes environnementaux, qu'on les met en acte, enfin on met en acte les solutions, ne serait-ce que dans la conception du vivre ensemble. Il y a des espaces partagés, des espaces de convivialité, donc je pense que voilà, il y a du plaisir, il y a du lien, il y a de la convivialité. Donc au contraire, moi je pense que quand on visite ou même voilà, les inaugurations, c'est un passage obligé pour les élus. Il y en a qui sont plus ou moins rigolotes ou auxquelles on prend plus ou moins de plaisir. Moi, par exemple, mes préférés, c'est les projets d'énergie participative et citoyenne, hein, où ce sont des collectifs d'habitants qui ont monté des projets voilà, dans leur territoire. Et c'est les inaugurations les plus conviviales, voire les plus festives. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de fierté aussi dans la mise en œuvre de ces projets. Donc moi, je ne trouve pas que ça soit triste. Franchement, je ne trouve pas que ce soit triste. Au contraire, les solutions sont plutôt joyeuses. Longue vie à Maison Écoé, oui. À cette coopérative d'habitants Equinox. Oui, et puis je ne sais pas pourquoi... voilà, c'est pas de... Ça rejoint ce qu'on appelle ce qu'on met derrière le terme de la sobriété. La sobriété, c'est parce qu'on est dans une situation d'ébriété. C'est pas parce que tout d'un coup il faut stopper cette ébriété pour trouver d'autres motifs d'être heureux. Trouver l'ivresse dans la sobriété. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Agnès Langevin. Merci beaucoup. Je n'ai même pas ma question. Avant de vous poser une question, j'aimerais vous remercier parce que si on est dans ce bâtiment géosourcé et biosourcé, avec ces énergies renouvelables qu'on a pu mettre en place, c'est en grande partie grâce à la région, puisqu'on a obtenu 668 000 € de subventions, avec un dossier gros comme ça. Mais on se rend compte qu'il faut faire des efforts importants pour arriver à quelque chose de vertueux. Et moi, ma question, c'est pourquoi est-ce que toutes ces démarches vertueuses sont si coûteuses humainement, alors qu'au contraire, elles devraient être encore plus encouragées sans qu'on ait toute cette énergie à déployer pour faire la démonstration du côté vertueux de notre démarche. Parce qu'elles restent encore trop minoritaires et donc elles ne sont pas, vous voyez, dans les dispositifs régions, ça reste plutôt dans le champ de l'expérimentation, j'ai envie de dire, dans les catégories, hein, plutôt que encore dans quelque chose qui doit être le modèle dominant, pour reprendre cette expression. Et ça, c'est un vrai sujet pour la région, mais pour d'autres collectivités, avec des budgets qui sont contraints. Comment on fait, nous aussi, ce passage à l'échelle, c'est-à-dire comment, à partir d'expérimentation, de démonstrateurs, d'opérations pilotes, de pépites, en fait, on arrive à trouver parce que budgétairement, on ne peut pas multiplier par... ça ne serait pas soutenable. Mais quels sont les leviers qui vont faire qu'on va pouvoir avoir ce changement d'échelle? Et c'est la raison pour laquelle le dispositif
dont vous Bâtiment avez Nowatt. voilà, bénéficié, qui est vraiment un petit bijou. Hein, c'est clair. Voilà, mais n'est pas adapté justement à ce changement d'échelle. Oui. Parce que budgétairement, de toute façon, il n'est pas dimensionné, puisqu'on vient aussi donc s'arrimer sur des fonds européens. Et donc, c'est tout ce qu'on on essaie de construire là, parce que on est dans cet entre-deux où tous les dispositifs, y compris fiscaux, hein, sont encore évidemment orientés sur le modèle actuel et ne sont pas encore orientés, malheureusement, sur évidemment ce qui devrait être maintenant la norme. Oui, on le voit sur les normes thermiques, sur les structurations des filières des écomatériaux. Et donc, voilà, et tant qu'on sera encore arrimé au PIB, à certains indicateurs, ça ne nous permet pas non plus de penser et de réfléchir, parce qu'on n'a pas les outils aussi budgétaires adaptés à ce nouveau modèle qui émerge, mais qui doit maintenant voilà, devenir... Changer d'échelle. Voilà, changer d'échelle. Et ça, c'est un grand sujet. Oui. Voilà. Et donc, voilà, l'Europe nous y aide, l'Union européenne nous y aide. C'est très techno, mais ça nous y aide. Alors, j'ai eu la chance d'être à la 3e rencontre de la frugalité heureuse et créative. Je sais à pas Bordeaux Oui, j'étais à Bordeaux. Rentrée de Bordeaux. Je rentrais de Bordeaux et j'ai demandé... Alors, j'étais avec le groupe de Montpellier Occitanie. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout un mouvement de la frugalité au niveau architectural et au niveau urbanistique. Et les 3 fondateurs vous ont dédicacé cet ouvrage. Très sympa. Voilà. Et puis, c'est le groupe de Montpellier, le groupe d'Occitanie qui vous offre l'ouvrage. Et puis, en première page, vous allez avoir le projet sur lequel je travaille. Après celui-ci et celui d'Odès, c'est le projet d'une foncière frugale et solidaire qu'on est en train de mettre en place, adossé à un cabinet d'architecture. Donc, on a mis nos coordonnées aussi. Et on espère un jour pouvoir vous en parler. Alors, je vais venir vous rencontrer très vite, puisque nous montons là un plan, pour l'instant, qui s'appelle Bâtiment durable, hein, Oui. mais qui, voilà, doit être ce cadre, hein, un peu à l'initiative, enfin, un petit peu basé sur l'initiative bordelaise, mais qui doit être le cadre aussi de levier plus opérationnel pour ce changement d'échelle. Super. Et donc, on va venir vous rencontrer pour que vous nous inspiriez. Très bien. C'est très officiel. Oui, là, je ne savais pas que j'allais être sur un canapé rouge. Il y a que le tapis qui manque. On est un projet assez militant. Vous parliez de ça tout à l'heure. Il se trouve que les fondateurs sont des militants. Il se trouve que sont des... voilà, et que le recrutement par la suite fait que ce sont des gens assez engagés effectivement dans la société, mais aussi, bon, du coup, ils se retrouvent à défendre effectivement la sobriété comme une valeur relativement joyeuse et qu'ils ont envie de développer, dont ils sont assez fiers et qu'on porte assez haut dans nos rencontres. Et on se rend compte, y compris, Jacques le dit souvent, parce que Jacques et Catherine sont ceux qui vont souvent voir les administrations, il se trouve qu'on a développé cette espèce de mission qui est d'expliquer aux services publics, souvent les administrations d'État, mais pas que, le monde de l'inclusivité, par exemple, qui est beaucoup autour des départements, etc., est très en retard là-dessus. En fait, on leur explique ce que c'est que l'habitat participatif. Et comme on est très convaincus, on arrive à être convaincants, et c'est rare que les gens disent pas « mais c'est vraiment formidable votre projet ». Mais c'est dommage, ça ne rentre pas du tout dans le cadre de mon administration. Donc voilà, ça on y est confronté comme tous les gens qui sont un peu novateurs. Mais ça pour dire que vous disiez, il y a les premiers, les novateurs, puis après, si on veut que ça se généralise, on ne peut pas donner autant à tout le monde. Je pense qu'on est encore en phase d'innovation. Nous, on se rend compte, quand on bien des dossiers qu'on défend auprès des banques, etc., que
Voilà le dossier. Alors, vous voyez, moi, merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous l'enverra en numérique aussi. Ça, c'est quelque chose qui est très important aussi à mes yeux, c'est que voilà, tous ces collectifs citoyens, militants, les pionniers, ce sont parce qu'ils ont dû... voilà. mais ce sont des experts. Oui, on est convaincus. Oui, non, mais ça, c'est aussi une valorisation de toute cette expertise qui est bien supérieure, et je le dis vraiment avec sincérité, bien supérieure à l'expertise des élus. Moi, je ne suis pas une experte. On ne me demande pas de toute façon d'être une experte. Et aussi de l'administration, enfin des chargés de mission qui sont experts dans leur domaine, mais voilà, il y a aussi dans l'administration, hein, et c'est pour ça que ma délégation là pour ce mandat, elle est vraiment placée vraiment sous le sceau de la transversalité. Hein. Il ne suffit pas d'être exemplaire dans la direction de la transition. Il faut vraiment que toutes les politiques touristiques, aménagement, éco, soient aussi compatibles avec nos objectifs sur le climat, la ressource, le vivant, etc. Et ça, les administrations sont encore trop cloisonnées et travaillent leur sujet, mais ne travaillent pas, et ça c'est quelque chose de très compliqué, ne travaillent pas à renforcer l'écosystème. Et donc, moi, alors après, il faut trouver une traduction opérationnelle, mais par exemple, pour moi, le plan Habitat durable, c'est ceux qui doivent venir accompagner et financer la tonicité de l'écosystème. Nous allons aller à l'inauguration de l'Université populaire Edgar Morin, qui se déroule à l'amphithéâtre de la Faculté de médecine de Montpellier. Est-ce que vous savez, Agnès Langevin, ce que vous allez demander à Edgar Morin? Pas encore. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Je l'ai écouté. Rencontré, non. Vous allez le rencontrer. Merci à vous. Merci. C'était un plaisir de vous avoir. Merci aussi à la résidence Equinox, à la Camille, à la Maison des Poètes. Lu, mais jamais dans une rencontre. Voilà, je suis très émue et très contente d'être à vos côtés. C'est toujours vraiment une grande source d'inspiration. Voilà, et un outil aussi parce que dans en tout cas les sujets qui sont les miens à la région, hein, tout ce qui est changement climatique, pacte vert, c'est-à-dire un nouveau contrat social, une bascule de ce modèle, il faut sortir de la logique binaire et voilà, user de tous les ressorts qui mettent en lien, qui mettent en synergie, et ça peut se faire que par l'approche écosystémique, et donc voilà, ce que vous décrivez très bien en termes de pensée complexe. Voilà, d'être toujours tourné vers l'avenir, je trouve ça assez admirable, d'avoir ce regard porté sur l'avenir, c'est quand même assez extraordinaire. Quand d'autres nous ramènent toujours à tourner le regard vers le passé, vers le ressassement, les rancœurs, voilà, c'est rafraîchissant. Il faut comprendre à la fois le passé, le présent et prospecter le futur. C'est qui du reste est devenu très inquiétant. Très inquiétant, oui. Mais il ne faut pas, je crois que dans votre livre, il ne faut pas être résigné, parfois de l'abattement, mais pas de résignation, pas être résigné. Il faut résister aux forces les plus négatives. C'est vrai. Et puis ne pas perdre courage.
D'avoir avec nous aujourd'hui Madame Agnès Langevin, qui est vice-présidente de la région, déléguée au climat, pacte vert et habitat durable. Et elle a également accepté de venir faire l'introduction de l'Université populaire Edgar Morin. Et à ce titre, je lui cède la parole à remercier encore de cette conférence.